Bon, mais aujourd'hui, je crois que la montagne ne veut pas de moi. Il neigeote encore. Il a neigeoté cette nuit. Mais qu'est-ce que je suis venu faire sous ce caillou? C'est une aventure pyrénéenne dont j'ai rêvé pendant le premier confinement. J'ai imaginé un itinéraire d'est-en-ouest permettant de gravir les 129 3000 principaux de la chaîne en restant le plus possible en altitude et en limitant l'utilisation de moyens motorisés. C'est bien sûr un challenge sportif, mais c'est aussi un voyage qui correspond à ma pratique d'alpinisme. Car j'ai évolué sur des chemins, mais le plus souvent hors sentier, avec de longues chevauchées techniques sur les arêtes. Samedi 3 juillet, c'est enfin le départ du hameau de l'Artigue, pour monter au refuge du Pinet et attaquer par les 3000 Ariégeois. Montcalm, Pica d'Estats, Pointe de Verdaguer et Pic du Port de Suelo. C'est une collective du Club alpin français de Tarbes et nous sommes 11 à nous élancer tranquillement. Les discussions vont bon train sur le chemin qui serpente dans l'entrée. Certaines ne se sont pas vues depuis un petit moment. Et après il y avait une école à Bordeaux aussi. Ouais, ça commence tout petit. Ça te dit pas? Tu connais pas ça? Ouais. Dans un bar, ils ont commencé à faire. J'ai mis la caméra, oui. Elle a fait avant. Au 4 mètres là, sur la grande. Ouais, je crois que j'y suis allé une fois ou deux là-bas. Mais pourquoi cette collective? Étant très impliquée au niveau associatif, c'était une évidence de proposer une sortie dans un secteur des Pyrénées que nous ne fréquentons pas beaucoup et de faire partager un petit bout de l'aventure. Enfin, je pars. C'est un grand soulagement car l'attente a été longue. Plus d'1 an entre l'idée et la réalisation. Après des semaines de préparation, il était temps de partir. Et même si la météo n'est pas au rendez-vous, tout est prêt et je ne peux plus attendre. Il a plu toute la nuit et les averses sont encore annoncées. Mais tout le monde est motivé pour affronter les éléments. Looking for the somehow. Aucune visibilité sur les sommets. Nous nous séparons à la Punta Verdaguer et disparaissons dans les nuages. Mon ami Thierry m'accompagne cette première semaine. Nous avons de grosses étapes pour rallier le massif des Encantas, mais je peux compter sur lui et sa légendaire endurance. Nous nous connaissons très bien et nous avons déjà partagé de nombreuses courses, notamment à ski de rando. Heureusement, côté espagnol, le temps s'améliore pour descendre dans le vallon sauvage de Broate, puis remonter au refuge de Sartascan. Grosse journée, surprenante aussi. On vient des plus hauts sommets là-bas, et ce n'était que la première partie de la journée.
Donc on a fait plus de 2004 de dénivelé. On est descendu dans un vallon très sauvage. Et depuis qu'on a été là-haut, on n'a vu aucune personne. Mais finalement, le temps s'est très bien amélioré. On termine la journée en beauté et on est arrivé au refuge de Sartascan. La jonction avec le parc national d'Aigües-Tortes, Iestani de San Morici, se fait par la haute randonnée pyrénéenne, HRP, et quelques variantes. J'aime profondément les Pyrénées, un massif sauvage, humain, verdoyant et vivant. Et dans cette traversée du Haut-Pallars-Sobirà, nous découvrons de nouvelles vallées, avec beaucoup de lacs, de fleurs, très peu d'animaux et d'ordres. Juste quelques chevaux curieux et surpris de rencontrer du monde. Alors les petits, on voit personne? Au refuge des Grands Mulets, il y a une définition de la montagne qui me plaît beaucoup, qui correspond, je pense, tout à fait à Eric, c'est tracer sa route, sortir de sa zone de confort et composer avec la montagne. Alors tracer sa route, on en a tracé de nombreuses depuis qu'on sort en montagne, surtout l'hiver, mais aussi l'été, dans des voies d'alpinisme où Eric m'a mené. Facile, mais parfois l'itinéraire c'est pas toujours facile à trouver, comme à l'Osso, comme à la muraille sud du Ramon. Sortir de sa zone de confort, Eric le fait souvent et il est très à l'aise à ce niveau-là. Alors c'est pas toujours facile lorsqu'on a un niveau inférieur, mais comme il est toujours là pour aider, il y a toujours la corde pour passer le mauvais pas. Et composer avec la montagne, ça il est très à l'aise parce que le gros temps il connaît. On en a connu quelques orages en montant mon pas sous la grêle, ou je me rappelle une tempête de neige dans les Incantates où il faisait moins 15, mais Eric s'est bien traversé tout ça. Alors lorsqu'il m'a proposé ce bout de traversée, j'étais tout à fait ravi. C'est la troisième pour moi puisque j'en ai fait 2 avec Fred Cabot à ski. C'est un petit peu sur le même modèle et je pense qu'ils ont les mêmes qualités pour pouvoir mener à bien ces aventures. C'est-à-dire être fort techniquement, bien sûr, physiquement, ils le sont, bien préparés. D'ailleurs, il faut être un peu affûté pour ne pas repartir avec eux, parce que je crois qu'ils se disent matheux, mais ils ont des difficultés, je pense, avec les échelles, un 50e, un 25e, ils se mélangent un peu, les étapes sont souvent très longues. Et surtout, ce qui les caractérise, c'est leur force mentale. Lorsque ça va mal, et parfois c'est allé mal, bien, ils sont là, et on peut vraiment compter sur eux. Et aussi, bien sûr, Eric, il y a un mot, c'est le partage, et donc merci Eric pour ce bout de traversée. C'est au lac de Cavalers, après l'ascension de la Punta Alta, que Thierry et Marie-Aude me quittent. Au programme de cette 7e journée, la longue arête du Bessibéri Nord à la Punta de Passé, avec l'ascension de 6 sommets de plus de 3000 mètres. C'est une très belle course, longue, en altitude et plus technique. Les cordées qui la parcourent utilisent en général la corde pour s'assurer, notamment dans la première moitié. Le fait que je me retrouve seul change effectivement le niveau d'engagement, mais ce sont surtout la difficulté technique, la qualité du rocher ou de la neige, les conditions météorologiques, la recherche d'itinéraire qui augmentent le stress et demandent une forte mobilisation de mes capacités mentales. La journée est magnifique et je peux profiter du panorama exceptionnel, avec au premier plan la Punta Alta, au fond la pique d'Estas où nous étions 5 jours auparavant, puis tout le Couserans avec le Mont Vallier, l'Homme Bermé, le Bessibéri Nord et la crête que je viens de parcourir. Il y a encore des nuages en France et l'on arrive au Luchonnet et à l'Aneto, les prochains objectifs. Effectuant ma traversée d'est en ouest, j'attaque le massif de la Maladeta par le vallon de Moulieres, puis je fais un détour au sud jusqu'au refuge du Cap de Liocé,
et les 2 sommets du Baliberne. Ensuite, le projet est d'enchaîner en 2 jours la crête la plus haute des Pyrénées, du Russell au Pic d'Albe. Après 2 journées très éprouvantes, je m'offre une journée de récupération. L'ascension du pic de Baliberne et de la Touca de Culebras en aller-retour depuis le refuge du Cap de Lieusaint. C'est la plus courte étape de mon périple, avec 700 mètres de dénivelé. Il fait beau, le sac est léger, la sente est bien marquée, et j'ai tout le loisir d'observer le versant sud de l'Aneto, en vue du lendemain. Le célèbre passage aérien du Paso de los Caballos ne mérite pas sa réputation. Pas besoin de le passer à califourchon. Je m'amuse en essayant d'utiliser les mains le moins possible. Lundi 12, dès le matin, le vent menace de m'arracher du rocher. Et en plus, l'orage est annoncé vers 15 h. Cette chevauchée engagée sur la crête du Russell au Pimolier est stressante, car longue, à plus de 3000 mètres, technique, avec quelques rares échappatoires en cas de dégradation. Finalement, cela passe. Et je gravis aussi l'Araguels avec l'arrivée des premières gouttes. Et 2,10 pour aujourd'hui. Belle éclaircie du soir, après une journée de folie sur les crêtes de l'Aneto. Ce matin, j'aurais pas parié 1 euro sur le déroulement de la journée. Beaucoup de vent, orageux, dès le matin. J'ai persisté. Je pensais faire que les 3 premiers pics. Et puis finalement, j'en ai fait les 9 prévus, plus un 10e, parce que je voyais arriver l'orage à 15 h. Et je cherchais un abri pour passer la nuit. Finalement, j'ai fait un petit détour par le lac de Créguegna, dont le bivouac est l'un des plus célèbres des Pyrénées. Je voulais le connaître. Et je ne suis pas déçu. Bon, j'y suis arrivé un peu trempé la dernière demi-heure sous l'eau. Mais je vais pouvoir passer une bonne nuit et je pense à terminer les 7 sommets du massif de la Maladeta d'Eto qui me manquent demain. Ça, c'était la version optimiste de la suite de mon voyage. Car voici mon bivouac 3 étoiles au bord de l'eau. Et c'est sous ce caillou que j'ai été surpris par la neige durant la nuit. Dans mon duvet, j'envisage toutes les options. Espérant une amélioration, j'attends midi, dernière limite, pour prendre la décision de descendre dans la vallée de Benasque. Captant enfin les prévisions météo, je dois me rendre à l'évidence que la haute montagne ne sera pas fréquentable en sécurité pour les 2 jours à venir. Je choisis de rejoindre ma famille au refuge du Maupas. Décision difficile, car je modifie ainsi mon projet initial et je vais devoir utiliser la voiture pour revenir et gravir les 7 sommets manquants du massif de la Maladeta. Cette décision fut logique et naturelle pour moi. J'ai privilégié les valeurs humaines et le partage. Allez, à cette belle aventure. Merci d'être venu. Content de cette on est content que, moi je suis content que tu sois venu. À ton anniversaire, on s'est pas. Il était monté pour. Oui, il est monté pour. Après ces 12 étapes non-stop, j'ai pris un jour de repos pour récupérer physiquement. Séjourner dans ce refuge privé que je fréquente depuis mes débuts en montagne m'a aussi permis de me ressourcer. Le Luchonnet est l'une des 2 régions pyrénéennes qui concentrent le plus de 3000. Séjournant dans les refuges du Maupas et du Portillon, j'ai enchaîné de belles chevauchées sur les crêtes.
profitant d'une période de beau temps, de la présence de Mariode, du confort des refuges et d'un sac plus léger. J'ai vécu là-haut la meilleure période de mon aventure. Eric m'a parlé de son projet peu de temps après notre rencontre. Je venais tout juste de me remettre à la pratique de la randonnée et de l'escalade après un long arrêt forcé. Et tout de suite, j'ai imaginé que je pourrais peut-être lui être utile dans l'organisation et l'établissement de la logistique. À ce moment-là, l'accompagner même sur de petites portions me semblait difficilement envisageable et il était hors de question que je le freine, que je sois une charge pour lui. Il n'en était vraiment pas question. Il fallait que je l'aide tout simplement. Au fil des mois, au fil des sorties montagne, nous nous sommes entraînés et la forme a commencé à revenir. Alors ça a été un challenge un peu pour tous les deux. Lui, de pouvoir arriver au bout de son enchaînement des 3000 et moi de m'occuper de la logistique tout en l'accompagnant sur certaines portions. Nous avons découvert pas mal de choses sur nous-mêmes, en nous-mêmes aussi. Je crois que chacun de nous, à notre niveau, nous avons poussé des limites. Il fallait tenir le coup. Ça a parfois été rude, gérer la fatigue, faire face aux baisses de morale. La météo a été capricieuse. Et il fallait s'adapter aux imprévus, continuer à avancer. Finalement, c'était de redescendre dans la vallée sans lui qui m'a posé le plus de problèmes. Je trouvais ça assez dur, il ne fallait pas penser au risque, il ne fallait pas que j'imagine le danger et tout en étant sur le qui-vive. Et puis il fallait vite recharger le sac avec un nouvel approvisionnement, s'occuper de la maison vite et repartir en général 2 jours plus tard pour le rejoindre. La devise c'était on partage, on remonte, on se remonte. On avance encore. Tantum tantum tabaraborum chutararararum pampararurum tibiribiri bam pum turararari tum turururam pum pararararum tabarubarurum parararirum pam pum tiram parararurum. Eric est tellement rassurant et pédagogue qu'il m'a permis de reprendre confiance en moi en montagne. Poser un pied, poser une main et comme ça parcourir les arêtes des Crabioules, après les pics de Boum et du Maupas, des sommets magiques. Tout comme la traversée du Keratlisat, dans le Luchonnet. J'ai été vraiment très impressionnée par sa capacité à avaler les sommets. Du refuge du Portillon, je le voyais enchaîner les arêtes du pic du Portillon jusqu'au cap du Seyde de la Bac à une vitesse inouïe, carrément incroyable. Après le Luchonnet, je reviens logiquement en Espagne dans le massif des Posets. Au petit matin, j'ai rendez-vous au Puerto de Chisto avec Christelle. Elle m'amène du ravitaillement pour les 5 prochains jours. Nous gravissons les pics des vétérans et des jumeaux qui étincellent après les violents orages de la veille. Puis, nous repartons chacun de notre côté. Je remonte le caillouteux vallon de la Pole pour chevaucher les arêtes du Bardamina. Ces arêtes granitiques, peu difficiles, contrastent avec les schistes rouges du pic des Posets en arrière-plan. À cause des orages encore annoncés, je descends plus bas que prévu
à la cabane de Yardaneta. Bon, je profitais des derniers rayons du soleil là, qui rentrent dans la cabane par le toit. Et c'est la digestion. Le repas a été copieux après le désastre d'hier au refuge d'Estos. Et voilà, je me repose, je sens que je vais pas aller au lit tard. La journée a été bonne, je pense un bon 1800-1900 mètres de dénivelé. Et encore 4-3000, donc c'est parfait, tout roule. J'espère que ça va continuer longtemps comme ça. C'est que du bonheur. C'est dans le parc naturel des Posettes que j'ai pu enfin approcher Marmotte des Isards. Il faut dire que sorti des sentiers de grande randonnée et de la voie royale, il n'y a pas grand monde. Voilà, je suis au Pic Pavot, 3121 et mètres, et voilà l'arête que je dois faire aujourd'hui jusqu'au second sommet des Pyrénées, les Posettes. Et je redescends par l'arête à droite, sans oublier de gravir la dent de Yardana. Le programme d'aujourd'hui. Après-midi tranquille, après avoir mangé à l'heure espagnole, il y a eu la petite séance lessive et il va falloir se laver, donc il y a le lac qui m'attend. Le matin, je trouve difficile de m'extirper du lit. Pas agréable de vite déjeuner dans le froid, afin de me mettre en route pour me réchauffer. Mais une fois le rythme pris, quel bonheur. Je suis souvent seul, le soleil se lève, le ciel s'embrase, les lumières sont chaudes et magnifiques. Partir tôt est souvent une nécessité en montagne. Il est moins dur de marcher à la fraîche aux heures chaudes. Il peut être impératif de terminer la course avant que la neige soit commode, avant les orages aussi. Et il peut être utile d'avoir de la marge pour faire face à un imprévu, tout simplement pour prendre le temps et profiter. Je conclus le massif des Posettes par l'ascension des 3 pics d'Érythrée. Puis, je descends par les lacs de Miliares vers la prairie bucolique des Granges de Viados. Un peu d'eau ferrugineuse avant de déguster une bière dans un endroit magnifique. Encore 2 jours avant le retour de la pluie et avant de me reposer. Mon enchaînement se poursuit par 2 longues chevauchées sur les arêtes du Pachina, puis du Batoua au Lusto. Ces 2 parcours sont peu difficiles, mais ils sont longs, en mauvais rochers. De plus, en altitude, il souffle un vent froid persistant ce mois de juillet. Je dois donc redoubler d'attention, malgré la fatigue. Remontant ces longues vallées au petit matin, passant par les ports de la Pèze et de la Madère, je ne peux m'empêcher de penser à tous ceux qui, par le passé, ont transité par là, fuyant le fascisme ou l'occupation. Leur prise de risque était bien plus importante que la mienne. Heureux d'arriver au Lustou, je descends ensuite tel un automate, retrouvant rapidement Mariode venue à ma rencontre. Après un jour de repos bien mérité, Karine nous rejoint à Saint-Lary et nous partons pour Benasque. Je décide alors de revenir dans le secteur de l'Aneto afin de gravir les 7-3000 manquants du pic d'Albe au pic de la Maladeta. Ce sont des sommets que nous ne connaissons pas. Pour moi, cette découverte, avec tout ce que cela implique en termes de recherche d'itinéraires, de surprises, renforce l'intérêt de la course.
De plus, la météo reste très moyenne. Nous devons donc rester vigilants et lucides quant au choix à faire. Le massif du Néouviel tient une place particulière dans mon cœur de Pyrénéen. J'aime cette région granitique, lacustre, avec ses pins accrochés et son climat contrasté. Surtout, c'est le massif que je fréquente le plus. Car même si ici les faces ont une ampleur limitée, elles offrent de nombreuses voies d'escalade, sauvages car non équipées, généralement sur du beau granit sculpté, et sollicitant les qualités des alpinistes. Les courses d'arête sont quant à elles parmi les plus belles des Pyrénées. On l'aura donc compris, les montagnards ne sont pas dans le massif du Néouviel pour le prestige ou le chrono, mais pour le plaisir, pour profiter de la nature, de ce lieu ouvert, lumineux. Mon camp de base est souvent le lac de Cap-de-Long, en plein cœur du plus haut sommet. C'est encore un espace de liberté et de convivialité. Accessible en voiture, les simples visiteurs côtoient les cyclistes, les randonneurs, grimpeurs et alpinistes, notamment autour d'un verre sur la terrasse du Garlitz. Mais pour combien de temps encore? Fréquentation et protection de l'environnement ne vont pas souvent ensemble. Et surtout, le maire d'Aranouet pense toujours que réglementer, c'est poser des horodateurs sur des parkings. L'ascension des 13 3000 du Néouviel s'est faite en 2 jours et était placée sous le signe de la convivialité. Avec Didier, Colette et Christelle qui nous ont rejoints, nous avons passé une belle soirée à Cap-de-Long. Puis, nous sommes partis à 3 cordées pour l'arête des 3 conseillers, suivi de l'arête nord-est du Ramouy. Parcours classique, mais qui a connu une difficulté imprévue au pied de la vire battant. Le névé était infranchissable, sans crampons. Donc, après être passé par le Turon et le pic des 3 conseillers, j'ai dû descendre chercher le groupe, poser une main courante, faire un peu de canyonisme entre neige et rochers pour franchir l'obstacle. Le second jour, j'ai gravi les 9 autres sommets avec Aride, pour profiter de cette dernière journée de beau temps avant une longue période perturbée et pluvieuse. Pour la suite, que faire? Je pourrais poireauter dans ma tente en attendant le beau temps. 4, 5 jours ou plus, telle est la question. Mais avec le retour à la Malaita, mon projet initial a été modifié, tant par son itinéraire que par sa philosophie. Je choisis de rentrer en voiture à Tarbes pour patienter et me reposer. Je suis plus fatigué mentalement que physiquement, usé par le vent froid et persistant à l'altitude, par la concentration nécessaire et permanente à chaque pas, par les choix à faire, peut-être aussi par la pression que je me mets à respecter mon parcours envisagé et ma feuille de route. Aucun créneau météo dans les jours à venir. Je tente pourtant le tour du cirque de Toulouse par les arènes. J'espère une petite fenêtre, mais malgré mon optimisme naturel, je me rends vite compte que la journée va être difficile. Herbe et pieds mouillés dès le départ, rochers givrés à partir de 2700 mètres, vent, nuages qui reviennent. Je me demande ce que je fais là. Il n'y a qu'à voir ma tête au pic de Toulouse. Heureusement, je connais bien le terrain, mais je ne suis pas à l'abri d'un pied qui glisse sur ce rocher givré. Le passage sous le Gerbatz sera le moins maîtrisé de cette aventure. Je me rends compte que mon rêve m'entraîne dans des prises de risques accrus. Ma consigne intérieure a toujours été de ne pas grimper un passage où je ne peux redescendre. Mais certains murs comme le passé se désescaladent.
D'ailleurs, à 18 ans, les semelles mouillées, j'avais dévissé dedans. Et surtout, où est mon plaisir dans de telles journées? Heureusement, petit bonheur, j'ai croisé ma route avec de nombreux isards, dont ce moment exceptionnel avec ces 2 cabris et leur maman. Toujours les mêmes dilemmes de météo. Théoriquement, il ne me reste que 8 jours d'aventure. Mais pas de période stable à l'horizon. Avec Marie-Aude, Didier et Jean-Pascal, nous décidons quand même de partir pour le secteur de Gavarnie. Et nous démarrons du lac des Gloriettes. Colette a pris un jour de congé pour nous accompagner aux Astasos. Elle est impliquée dans mon aventure car elle gère les réservations dans les refuges espagnols, les repas améliorés qui font du bien au moral, et l'encadrement sur la journée du Baleitos. Je voulais remercier Eric pour sa traversée parce que pour moi ça a été un honneur de l'aider à préparer et à participer dans son projet parce qu'il donne beaucoup au club alpin, dans le milieu associatif, tant au niveau local, départemental, fédéral, toute tranche d'âge, autant chez les jeunes que chez les adultes. Il est instructeur, donc il partage, il fait évoluer les gens dans le milieu montagnard et dans le respect de l'environnement. Donc on ne pouvait pas le laisser partir sans apporter notre modeste soutien. Donc, on était une poignée de cafistes à suivre son tracé et à participer chacun à notre niveau. Pour nous, l'essentiel c'était qu'on soit présent, qu'il sache qu'on était là s'il avait besoin, même si dans certaines portions c'est plutôt lui qui nous a aidés à aller plus haut. Pour cette seconde journée sur Gavarnie, je retrouve vents et nuages, une constante de cet été 2021. Sans visibilité, l'ascension de la Punta de las Olas depuis le lac glacé se déroule en territoire inconnu et est très engagée. Après les Baudrimont et le Sundramont, je retrouve mes compagnons au sommet du mont perdu, la foule aussi. Dans ces conditions, on file sans attendre vers le cylindre du Marbouré. Défendus par une cheminée, les montagnards ne s'y pressent pas et nous y sommes plus tranquilles. Profitant d'un ciel qui se dégage, avec le vent qui forcit, nous continuons dans la foulée par le Marbouré et les pics de la cascade. Il n'y a pas de difficulté technique, juste faire attention à ne pas s'envoler vers les 1500 mètres d'à pic du site. Au final, j'ai pu ce jour-là enchaîner 11 sommets. Bien nous en a pris, car le lendemain, les nuages ont envahi la montagne. Froid et vent sont toujours présents. Nous essayons d'avancer dans ce paysage minéral et lugubre, sans repère, si ce n'est quelques souvenirs associés à la carte et au GPS. Très facile de se perdre sur ces corniches qui se ressemblent, parvenant quand même au sommet de la tour et du casque. À la brèche de Roland, avec une unanimité évidente, nous décidons de descendre au refuge,
puis dans la vallée. Je reviens donc gravir les Gabietou par la Forcata et l'arête ouest, puis le Taillon. Du sommet, je peux voir les 21 3000 qui me restent à gravir. Le Baïtou, c'est presque à portée de main, ou plutôt à quelques jours de marche. À la Grange de Hall, j'ai la surprise et le plaisir de croiser Isabelle et Arnaud qui traversent les Pyrénées d'ouest en est, sans plan de route bien défini à l'avance. Et alors, Eric, de tous les pics que tu as fait jusqu'à présent, tu avais déjà fait au moins la moitié des 3000? J'en avais déjà fait 101. 101, d'accord. Ouais. Et il m'en reste encore, je crois, 3 ou 4 à gravir que je n'ai pas encore fait. D'accord. Ouais. Au Vignemale, il me reste le Piton Carré. Ah bon? Je ne suis jamais monté au Piton Carré. Et ensuite, il me reste les 2 Frondelas, je crois, et puis peut-être un troisième, je ne sais pas. Parcours, comment tu l'as déterminé au départ? Tu as une trace GPS pour tous ou... Non, non. C'est toi qui l'as fait avec la carte? Sur la carte. Et du coup, après, je connais pas mal. Hein. Et du coup, tu pars avec la carte? Ouais. T'as une carte physique ou t'as un téléphone? Les deux, j'ai la carte physique. Ah, t'as la carte. En cas d'être en panne. Hein. Pourquoi partir pour l'ascension des 10 sommets du Vignemale dans ces conditions? Avec le recul, j'aurais très bien pu attendre 1 ou plutôt 2 jours pour avoir du beau temps. Mais il y a certainement un peu d'impatience à terminer ce projet. Le souhait aussi de solliciter le moins possible Mariole. Surtout, j'ai la certitude d'avoir du beau temps les 3 derniers jours. Je prends donc le risque de gravir la couronne des 3000 du Vignemale. Sommet du Vignemale, miracle, je suis tout seul. Bon, je n'ai rien vu de la journée encore, mais il y a peut-être de l'espoir. Effectivement, le ciel se dégage un peu tard à mon arrivée aux Oulettes. La transition vers le refuge de Bachimania via l'école des mulets de l'Étrereau s'effectue le cœur léger. Il y a comme un air de vacances et de liberté, car je sais que je vais vers le grand beau temps, et je me sens soulagé d'avoir franchi le piège du Vignemale. Tellement décontracté en descendant la vallée d'Arras que j'en oublie l'embranchement du col de l'Étrereau. Je gagne donc une pénalité de 200 mètres de dénivelé supplémentaire. Je râle envers moi-même et aussi envers les refuges de cette fin de traversée qui sont complets depuis des semaines et m'obligent à porter un sac de 13-14 kg au lieu des 5-6 possibles. Fatigante journée mais très belle, avec les traversées de 7 lacs dominés par de beaux pics. Au-dessus de Panticosa, une longue crête se développe du sud au nord et permet de gravir une dizaine de sommets de plus de 3000. Il y a le groupe du Garmoneco au sud et les pics d'Enfer au nord, qui voient pas mal de randonneurs. Comme la crête présente 3 passages techniques assez difficiles, ce qui en fait son intérêt, je puis y évoluer sereinement. C'est l'été, je flotte de pointes en sommet, baignant dans un panorama magnifique. La descente du col de Tébarré, avec en face l'objectif final du Baïtou, prolonge cet état de liberté, de mouvement et de beauté. Demain, on va à la Grande Frache, à ma droite. J'attends avec impatience mes compagnons. Le cheminement est simple et se fait en aller-retour depuis notre campement de l'Estany de las Aranas. Un peu moins de 1000 mètres de dénivelé pour cette ascension, parmi les plus faciles de cet enchaînement. Même si la fatigue est bien présente, la marche est automatique, mécanique,
agrémenté par les discussions, les conditions enfin estivales et le cadre. Une journée toute simple en montagne, où l'on se sent dans son élément, en symbiose avec la nature. Le soir, Colette nous rejoint avec quelques jeunes du club, que j'encadre tout au long de l'année. Je suis ravi de leur participation, heureux de transmettre et de montrer que l'on peut imaginer des projets à portée de la maison, sans gros moyens. Bref, réaliser ses rêves. Pas besoin de partir à l'autre bout de la planète pour vivre des aventures dans un cadre d'exception. Pour cette dernière journée, je pars seul pour parcourir la crête des Frondelas, par les lacs d'Ariel, avant de redescendre de l'aiguille Cadier pour retrouver mes compagnons montés directement depuis Respons. Nous sommes au pied de la brèche Latou. Avec le recul du glacier, l'ascension par le couloir est malsaine, dangereuse, car nous sommes exposés aux chutes de pierre quasi inévitables, notamment pour la tension monte. On a été soulagés lorsqu'on l'a vu à l'arrivée du Balai-Tous. Voilà. Ça a été une traversée exigeante, extrême, tout au reflet de sa personnalité, personne entière, engagée, mais aussi il a su nous démontrer sa générosité, le partage. Il nous a montré également qu'on pouvait conjuguer les capacités physiques, l'expérience technique et le mental. Ok Eric, je suis d'accord pour d'autres projets, bon, hormis enchaînement de cascades de glace et couloirs en hiver, bien sûr. J'ai juste un mais, une toute petite parenthèse. 42 jours, c'est quand même long. Bon, nous avons tenu le coup à tous les niveaux. Et quel plaisir de descendre les dernières pentes ce vendredi 13 août, clôturant l'aventure. Oui, ma chérie, 42 jours, c'est long. Mais même si je suis rassasié, cet ouest pyrénéen vers lequel je me dirige me tend les bras, m'appelle pour continuer le voyage, pour de nouvelles aventures. Ben, je ferai pas ça tous les jours. I'm going slow.